bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parlera principalement de K-drama, de K-pop, de culture asiatique dans son ensemble, toujours de manière chill, fun et sans prise de tête. Ça c'est important. Bienvenue sur cette toute première vidéo où pour lancer cette chaîne, je voulais parler de drama. Et je me suis un peu creusé la tête en me demandant de quel drama je devais parler pour lancer cette chaîne en beauté. Et je me suis dit que le meilleur moyen de lancer cette chaîne YouTube, c'était de parler de 3 dramas que j'ai particulièrement détestés. Pour commencer, on va parler d'un web drama qui m'a particulièrement frustrée en fait. C'est plus de la frustration que de l'énervement finalement. Pour ceux qui ne savent pas, un web drama c'est un peu comme un vrai drama, sauf que c'est une plus petite production, il y a moins d'épisodes. En général, ça tourne entre une vingtaine et une trentaine. Alors, je parle de dramas chinois, hein, pour être exact. Parce que pour savoir, les dramas chinois, c'est des dramas qui sont assez longs. En général, ça tourne entre 30 et peut-être... je pense que le plus long que j'ai pu trouver, il était autour de 100 épisodes. Et les web dramas, en général, ils sont plutôt autour de 20, 25, 30, c'est vraiment là le maximum. Donc on va parler d'un web drama, donc qui est une plus petite production que vous connaissez peut-être, vous en avez peut-être entendu parler. Si vous me suivez sur Instagram, vous en avez sûrement entendu parler. Je vais parler de Maid's Revenge. Donc, cette série, c'est quoi? Alors, on nous vend une histoire de vengeance où on a donc une héroïne qui souhaite infiltrer la famille du héros parce qu'elle le pense responsable du massacre de sa famille. Et évidemment, on nous vend un personnage féminin fort, intelligent, indépendant, qui passe son temps à faire confiance aux mauvaises personnes et à mettre le héros en danger pour elle, pratiquement jusqu'à la fin de la série. Et évidemment, on a un personnage masculin qui a été choisi principalement par son physique, parce qu'on va pas se mentir, dans les web-séries, les acteurs sont souvent choisis surtout sur leur physique, parce que faut bien ramener du monde finalement, hein, faut bien que la série se vende, et comme ils n'ont pas le même budget que les séries plus longues pour faire de la promotion, et ils tablent sur autre chose. Mais donc évidemment, quand au bout des 30 épisodes de 10 minutes, on te révèle que le vrai vilain de cette série, c'est le neveu auquel notre héroïne fait non seulement confiance depuis le début, mais est actuellement fiancée, c'est frustrant. Parce que, évidemment, nous, on est les spectateurs un peu omniscients, donc on a vu pendant 30 épisodes le héros se sacrifier pour elle tout le temps. On a vu l'héroïne passer son temps à planter le personnage principal. Et je pense que j'ai arrêté de compter au bout du 15e épisode où elle lui plante quelque chose dans le ventre, parce que honnêtement, à ce stade, c'est plus un ventre qu'il a, lui, c'est un gruyère. Et en même temps, bon, il fallait bien trouver une excuse pour le mettre à moitié à poil, sinon la série, quelque part, elle ne se vend pas. Donc évidemment, le personnage masculin est en permanence torse nu, parce qu'il est blessé, pour elle. Et donc du coup, elle a fait confiance à la mauvaise personne, évidemment elle finit par la prendre et prendre sa vengeance sur la bonne personne, donc ça c'est bien. Mais du coup, le héros, attention spoiler pour ceux qui voulaient regarder cette série, décède. Parce que oui, au bout d'un moment, à force de se mettre entre elle et ses ennemis pour la protéger, tu finis par te faire planter au mauvais endroit. Non, d'ailleurs, elle le plante, mais là, il décède à cause d'une balle. Parce que les ennemis sont plus efficaces que l'héroïne quand même. On n'est pas sur des Stormtroopers finalement. Donc voilà, donc du coup, je suis arrivée à la fin de cette série avec une frustration assez intense et une très forte envie de taper sur l'héroïne. Parce que la Chine a ce don de nous vendre des personnages féminins forts et indépendants qui le sont au final pas du tout. Au final, je pense que le plus gros souci de cette série, en fait, c'est l'écriture et le manque de communication. Quand je parle du manque de communication, c'est parce que, comme je l'ai dit, le héros passe son temps à sauver l'héroïne, mais sans jamais lui en parler. Du coup, elle a l'impression que tout ce qui lui arrive de mal, c'est lié à lui, parce que, comme par hasard, il est toujours sur la scène de crime. Et c'est lié, du coup, forcément, à un problème d'écriture, parce que dans cette série, le personnage le mieux écrit, le plus intéressant, intelligent, qui arrive à ses fins, presque, du coup, parce que
C'est le vilain, donc forcément il peut pas arriver complètement à ses fins, mais du coup le neveu reste le personnage le mieux écrit. On a une backstory complète, il est extrêmement intelligent, il est sournois, il manipule parfaitement bien. Honnêtement, jusqu'au 16e épisode, je me doutais même pas que c'était lui le vilain, tellement il était bien écrit. Euh, Et en plus, l'acteur joue particulièrement bien. Bon, ça après, je vais pas trop revenir dessus parce que bah, je travaille pas dans le milieu du cinéma. Et honnêtement, avec le script qui a été donné, je ne pense pas qu'on aurait pu avoir un meilleur jeu d'acteur. Pour l'actrice principale, je sais pas. Personnellement, j'aime pas son jeu d'acteur. Pour avoir vu plusieurs séries dans lesquelles elle joue, c'est sa manière de jouer que j'aime pas. Les deux acteurs masculins jouent super bien. J'ai absolument rien à redire là-dessus. Ils, ils sont très bien dans leur rôle. Mais voilà, pour moi, le personnage le plus intéressant, ça restera le personnage du vilain. Et du coup, j'étais quasi déçue qu'ils perdent à la fin, même si bon, c'est des vilains, donc je me doutais. Mais du coup, j'étais déçue parce que bah, quand t'as un personnage aussi bien écrit, t'as envie de le voir gagner finalement. Le second drama dont je voulais parler est un drama grosse production, puisqu'on a 20 épisodes de 45 minutes. Et il a été coproduit par Netflix. Donc c'est un drama qui est beaucoup plus conséquent en termes de promotion et de production. Et pourtant, c'est un des dramas qui, pour moi, n'aurait jamais dû voir le jour. Et je vais vous expliquer pourquoi. Certains le connaissent sûrement déjà d'ailleurs. Moi, ça a été mon tout premier drama chinois. Il est sorti en 2019 et quand je l'ai regardé, du coup, quand je suis arrivée à la fin, j'ai promis de ne plus jamais regarder de drama chinois. Et j'ai tenu ma promesse quasiment jusqu'en 2024 finalement. Parce que voilà, ce drama m'a juste terrorisé des dramas chinois. J'avais peur de revoir ce scénario encore et encore et encore. Donc j'ai tenu bon. Et c'est le drama Well Intended Love. Honnêtement, c'est un drama qui commençait bien et qui avait presque tout, on va dire, pour me plaire. C'était une petite romance assez tranquille entre une jeune femme pauvre et un PDG d'entreprise, comme on en voit tout le temps, que ce soit dans les dramas coréens, chinois, japonais. Tous les pays asiatiques adorent cette troupe, visiblement. Même si maintenant, elle va être interdite en Chine. C'est dommage de l'interdire que maintenant, les gars, parce que c'est ce drama-là qu'il fallait empêcher de sortir. Et du coup, c'est une romance assez mignonne entre voilà, cette jeune femme qui, un jour, ne se sent pas très bien et décide d'aller à l'hôpital parce que, bah, finalement, en Chine, visiblement, quand tu te sens pas bien, le premier réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. Nous, on a Doctolib ou Doctissimo pour les plus courageux d'entre nous. Et elle apprend qu'elle a une leucémie. Et pour aller mieux finalement, parce que sinon il lui reste à peu près 1 an à vivre, elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Et on lui apprend par la même occasion que le donneur le plus proche qu'ils aient pu trouver, c'est un jeune PDG qui habite dans la même ville. Et elle décide d'aller le voir, de lui expliquer la situation et espérer qu'il accepte de lui faire un don de moelle osseuse. Pourquoi pas. Et donc évidemment, de l'autre côté, on a un PDG qui est très froid, qui n'aime pas le contact humain, parce que bah, je le comprends, qui va donc refuser de faire le don de moelle osseuse parce que bah, il est froid et qu'il n'a pas de cœur et qu'il faut bien trouver un prétexte pour faire commencer la romance. Mais comme dans tous les dramas chinois, on a soit les parents, soit les grands-parents qui tiennent absolument à voir leur petit enfant se marier. Ils décident d'accepter de faire la greffe de moelle osseuse en contrepartie d'un mariage. Donc ils vont se marier sur le papier et il lui fera la greffe. Et donc, elle n'a pas le choix, je vous rappelle qu'elle est mourante, donc elle accepte de se marier avec lui. Et en se disant que bon, c'est pour 1 an, le temps de faire la greffe de moelle osseuse et de sortir de la période de rémission. Et une fois que tout sera bon, on divorce et on se voit plus. Et jusqu'ici, bon voilà, un drama classique, vous me direz, hein, la romance va grandir, finalement ils vont tomber amoureux, et donc ils vont pas divorcer. Moi, quand j'ai commencé le drama, je me suis dit, bon, je connais déjà la fin, c'est un peu comme les Hallmark Movies de Noël. Hein. Je lance le drama, je peux déjà te prédire la fin, mais c'est pas grave, je veux voir comment est-ce qu'ils vont faire évoluer la romance. En plus, je me disais, ça allait être sympa parce que justement, ça allait faire peut-être un peu de ça allait mettre un peu de awareness envers les maladies graves, genre les cancers et compagnie. Donc, honnêtement, pour un drama chinois, je me disais, le sujet il est lourd, mais il peut être super intéressant. Donc, j'étais plutôt optimiste en me lançant dans ce drama.
J'aurais pas dû. Et c'est là qu'arrive le plot twist de fin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de dramas chinois qui adorent les plot twists de fin. Moi personnellement, je les déteste, surtout quand ils sont comme ça. Parce que du coup, à la fin du drama, dans les derniers épisodes, je me souviens plus exactement si c'est l'avant-dernier ou le dernier, je crois que c'est l'avant-dernier, parce que c'est toujours l'avant-dernier épisode, on apprend que la demoiselle n'a jamais eu de leucémie, qu'elle n'a donc pas besoin de greffe de moelle osseuse. Alors vous me direz, ok, bon, à la limite, c'est pas très sympa parce que du coup, effectivement, on lui a fait croire pendant un an qu'elle allait mourir alors qu'en fait non. Mais tant mieux pour elle, quelque part. Alors moi, je vais vous poser la question. À votre avis, comment est-ce qu'un hôpital, qui est apparemment l'hôpital le plus réputé de la région, a pu faire une erreur médicale aussi grosse? Et pas une fois, hein, mais plusieurs fois. Parce que pendant la série, on la voit plusieurs fois aller à ses rendez-vous médicaux et il lui donne toujours le même diagnostic. Alors je veux pas rentrer dans le cliché du oui, mais peut-être que tous les Asiatiques ils se ressemblent. Non, t'es médecin, tu reconnais tes patients et tu sais à peu près, hein, voilà, la photo du patient, la photo de la dame qui vient. Si ça matche pas, les gars. Donc forcément, c'est qu'il y a eu un petit micmac ailleurs. Et effectivement, le petit micmac, il est... à votre avis, tiens, je vais vous laisser deviner, à votre avis, quel genre de personne aurait le pouvoir de potentiellement payer une équipe de médecins pour faire un faux diagnostic? Vous le voyez venir, et vous avez totalement raison. En fait, on va apprendre que notre petit PDG, en fait, il a croisé notre jeune héroïne un jour pendant qu'elle allait à la boulangerie. Il l'a vu dire merci à la caissière et ça l'a tellement bouleversé de voir quelqu'un d'aussi gentil, attentionné, avec des bonnes manières, qu'il en est tombé amoureux. Et visiblement, chez les personnes très très riches, quand ils tombent amoureux, aller voir la personne qui sont tombés amoureux pour tenter, je sais pas, de lui offrir un verre, d'engager une conversation, c'est trop compliqué. C'est beaucoup plus simple de payer une équipe de médecins pour lui faire croire qu'elle a une maladie en phase terminale et qu'il est le seul potentiel donneur, pour ainsi l'obliger à venir à lui, et pas juste sortir avec, non, l'épouser direct. Après, nous, on se plaint des mecs qui nous abordent dans la rue, mais au moins, ça reste plus... au niveau du consentement, il y a plus de consentement avec ces gars-là qu'avec lui. Je me plaindrai plus jamais de me faire aborder dans la rue. Hein. Il y a des mecs comme ça qui existent. Dans les séries, cela dit. Hein. Évidemment, parce que ce drama, comme je l'ai dit, est une happy end. Personnellement, je commence à revoir ma définition du happy end avec les dramas chinois. Et puisque ce drama est une happy end, elle va lui pardonner. Ils vont se remettre ensemble. Ils auront une rupture qui va durer un épisode. Voilà. J'ai vu des dramas où les ruptures sont plus longues pour des raisons beaucoup plus stupides. Donc voilà, on a encore une fois une héroïne qui nous a été vendue comme étant indépendante, fière, qui tient tête à sa famille, euh, qui assume la responsabilité de cette maladie toute seule et qui se fait manipuler de A à Z par un homme dont elle finit par tomber amoureuse. Visiblement, les Chinois, ils aiment beaucoup le syndrome de Stockholm. Parce que c'est pas le seul drama dont je vais parler aujourd'hui qui joue beaucoup là-dessus. Déjà, le premier, border, il était un peu border. Il jouait pas trop sur le syndrome de Stockholm, mais pas loin. Celui-là, il joue dessus. Le prochain, c'est pire. Voilà, je spoil un peu. Le prochain, c'est pire. Mais au final, moi, ce qui m'a le plus énervé, c'était pas juste effectivement qu'on voit une femme se faire manipuler de A à Z. Non, c'est le fait que on avait enfin un drama un peu médical où on allait potentiellement pouvoir parler de ce genre de cancer et de ce genre de maladie de manière un peu sérieuse. Et au final, c'est traité comme une vaste blague. Et moi, je me suis imaginé tous les gens qui regardent ce genre de drama pour, un peu comme nous, voilà, c'est tombé pendant le Covid en plus. Donc je me suis imaginé tous ces gens qui regardaient ce genre de drama pendant le Covid, en se disant qu'ils allaient un peu se divertir, se sortir la tête des hôpitaux et tout ça. Tout ça pour qu'on se moque littéralement, potentiellement, de leur propre maladie. Et donc il y a eu une équipe de production en Chine qui a lu ce script, qui l'a approuvé, qui a casté
des acteurs pour jouer dedans et qui l'a sorti. Et évidemment, on a Netflix qui a décidé de diffuser, mais bon, en même temps, les Américains, ils ne me surprennent plus vraiment maintenant. Tout pour l'argent, n'est-ce pas? Accessoirement, il y a à peu près 200 personnes sur My Drama List qui ont noté ce drama et la note moyenne, elle est de 7,4 sur 10. Moi, je lui ai donné la note de 0 sur 10. Parce que c'est à peu près tout ce qu'il mérite. On peut pas mettre des notes négatives. Donc bon, je pouvais pas aller plus bas. Et donc, on termine avec le drama qui va probablement me valoir une controverse, parce que c'est le drama le mieux noté de notre syllabus d'aujourd'hui. Je parle évidemment d'un drama qui a été noté 8 sur 10 sur My Drama List, et qui, comme je l'ai dit, joue énormément sur le syndrome de Stockholm. On va parler de My Little Man. Alors, encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous en avez probablement entendu parler, parce que le jour où j'ai regardé ce drama, j'ai fait à peu près 15 stories pour défouler toute la haine que ce drama a provoqué en moi. Donc je vous promets d'être un peu plus concise aujourd'hui et un peu moins véhémente, mais je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi c'est ce que ce drama m'a particulièrement... c'est même plus énervé, là c'est carrément du dégoût. Voilà, mais je vais vous expliquer de A à Z, ne vous en faites pas, vous serez aussi énervé que moi à la fin de cette vidéo. Alors pour résumer, ce drama s'est vendu comme un Enemies to Lovers dans un milieu un peu mafieux. Donc c'est une web série, encore une fois, donc là on n'est plus dans les grosses productions, on est de nouveau dans une production plus petite, et qui dit production plus petite dit... Il y en a qui n'ont pas suivi ici, on a dit un acteur très beau pour vendre la série. Donc, mais bon, celui-là, à la limite, il se déshabille un peu moins. Donc, un bon point. Donc c'est une série Enemies to Lovers sur un fond un peu mafia. Une histoire qui pourrait être totalement trouvée sur Wattpad de nos jours. Absolument. Donc des épisodes très courts, avec des plot twists à la fin de chaque épisode pour te faire revenir et te garder accro. Et donc on suit l'histoire d'un jeune homme qui est fiancé à une riche héritière. Et qui dit riche héritière dit beaucoup d'ennemis, donc on démarre la série avec cette riche héritière qui s'est faite kidnapper par des ennemis de sa famille et qui se retrouve dans un accident de voiture. Et malheureusement pour elle, lors de cet accident de voiture, elle décède sur le coup. Mais heureusement pour notre héros, dans l'autre voiture qui s'est retrouvée dans l'accident se trouve la copie conforme de cette jeune femme, qui elle vient d'une famille beaucoup moins riche, qui a une famille, des amis, une vie à l'université, qui vit une vie un peu comme vous et moi si vous voulez, et elle était juste sur la route pour aller travailler et elle s'est retrouvée dans cet accident. Et du coup, notre héros décide de lui demander de prétendre être sa fiancée, puisqu'elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, parce que j'ai plus exactement le scénario en tête, mais il me semble que c'est parce que il en a besoin, enfin, il a besoin d'elle pour débloquer l'héritage de cette famille riche, et donc le seul moyen de débloquer l'héritage, c'est qu'il se marie. Donc forcément, si la nana décède, c'est problématique. Donc, elle se fait passer pour sa fiancée, elle rentre dans cette famille de mafieux où on lui fait très rapidement comprendre que si elle ne joue pas son rôle à la perfection, elle risque la mort, hein, quelque part, puisque on attend d'elle qu'elle joue un rôle de jeune princesse héritière qu'elle ne connaît absolument pas, et entourée de personnes qui veulent sa mort, puisque qui dit famille riche dit tout le monde se bat pour l'héritage, et donc tout le monde veut sa mort finalement. Mais bon, elle est protégée par ce jeune homme qui est une sorte de garde du corps slash fiancé, qui est un psychopathe. Honnêtement, j'ai perdu compte du nombre de fois où il l'a ou étranglé ou frappé, littéralement. Donc c'est pour ça que je dis que le syndrome de Stockholm est puissant dans cette série, puisque ils finissent quand même ensemble, hein. Puisque justement vers la fin, on lui donne à elle la possibilité de retourner dans sa famille, de retourner auprès de ses amis, de ses parents, et elle refuse. Pourquoi? Mais bref, c'est pas ça qui m'a énervé. Encore une fois, c'est le plot twist final. Comme quoi, quand je dis que les Chinois sont un peu trop accros à ce genre de plot twist,
Parce que pour moi, le plot twist de cette série a totalement gâché l'intrigue. Honnêtement, sur le fond, c'était juste une série visuellement travaillée sur un fond de mafia avec une course à l'héritage. Elle ressemble à, je sais pas, à peu près 60% des séries, des web-séries asiatiques qui sortent en ce moment. Voilà. C'était une série assez bateau, mais au moins les acteurs étaient bons, le scénario était pas trop dégueu, et visuellement c'était vraiment, vraiment, vraiment beau. Et ils ont décidé de nous sortir le plot twist de fin et de gâcher la série. Donc je vais vous l'expliquer en 3 points, parce que moi c'est comme ça que mon cerveau l'a construit. Donc le point numéro 1, c'est la révélation finale. Donc on nous apprend en fait à la fin de cette super série que le fiancé slash bodyguard est en fait le véritable héritier de la famille. Qu'il est donc en fait l'enfant aîné de cette famille et que donc techniquement l'héritage lui revient de droit. Et donc là, mon cerveau, il a pris 2 secondes pour analyser l'information, comme je pense être en train de le faire, et s'est posé plein de questions, comme je pense être aussi en train de le faire. Et la question numéro 1, c'était pourquoi t'as ramené la fille dans toute ton histoire? Je veux dire, si tu révélais ton identité dès le début, tu prenais l'héritage et t'avais pas besoin d'une personne pour prétendre être ta fiancée. Donc en final, t'as ramené une civile quelque part dans une guerre de famille alors qu'elle n'avait rien à y faire. Elle a risqué sa vie pour toi pendant. La série se déroule sur 4 mois, je crois. Donc pendant 4 mois, elle a risqué sa vie tous les jours pour toi. Pour rien. T'aurais pu totalement la laisser en dehors de tout ça. Après, l'autre question que je me suis posée aussi, c'est qu'est-ce que c'est que cette famille ultra riche mais ultra chill où pendant toute la grossesse de madame, on lui a dit vous attendez un petit garçon, il va être super beau, super fort, et à la naissance, on lui donne une fille et personne pose de questions. Parce que à aucun moment dans la série, la famille ne mentionne avoir perdu un enfant. La maman ne dit jamais oui, j'avais un premier garçon, mais voilà, je l'ai perdu, il a été enlevé, on l'a jamais retrouvé. Le seul moment où on apprend son existence, c'est que le moment où monsieur fait sa déclaration et il fait en fait, le premier enfant de la famille, c'est moi. Tu te souviens quand t'as perdu ton fils il y a 20 ans et que tu l'as jamais cherché? Qu'est-ce que c'est que cette famille ultra relaxe? Enfin, madame. Et ensuite, la troisième question que je me suis posée, c'est du coup, il précise bien qu'il est le premier enfant de la famille. Du coup, ça veut dire que techniquement, il était fiancé à sa sœur. Alors après, que c'est soit sa sœur biologique ou adoptive, je veux pas savoir. Il était fiancé à sa sœur. Et la fille qu'il a trouvée dans l'autre voiture, vu qu'elle se ressemble comme 2 gouttes d'eau, biologiquement, il n'y a pas 14 solutions. Hein. Trouver un sosie de ta fiancée slash potentielle sœur dans la nature, c'est pas naturel. Donc forcément, si elle lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, c'est parce qu'elles sont jumelles. Donc du coup, non seulement il était fiancé à sa sœur, mais il est tombé amoureux de sa sœur, enfin de sa petite sœur jumelle. Enfin pas à lui, mais bref. Il était fiancé à une des jumelles, et il est tombé amoureux de l'autre jumelle, et les deux sont potentiellement liés à lui biologiquement. Non, ravalez votre vomi, ça sert à rien. Cette série est sortie. Et je rappelle, elle est notée 8 sur 10 sur My Drama List. Et honnêtement, je suis allée voir un peu les commentaires parce que j'étais étonnée de voir qu'une série aussi étrange ait pu être notée aussi bien. Et en fait, la raison principale, c'est que l'acteur est beau, les scènes sont un peu steamy, et visuellement, c'est sympa. Donc moi, je vous encourage juste à aller voir Wattpad ou AO3 si vous voulez trouver des histoires un peu similaires, mais mieux écrites. Mais arrêtez de noter ce genre de torchon 8 sur 10. Ça ne mérite pas. Et honnêtement, je vais dire une phrase qu'il faut que vous notiez. Mais un beau gosse ne fait pas un beau scénario. Arrêtez de noter les séries aussi bien parce que l'acteur est beau. Déjà parce qu'en Chine, c'est quasiment une obligation. Tu ne peux pas devenir acteur si t'es moche, ou alors tu vas être cantonné à des rôles de nuque ou de clown, hein, on va pas se mentir. Si t'es pas beau, t'auras pas de rôle. Donc être beau ne devrait même pas rentrer dans les critères de notation d'une série.
ça marche pour la France et pour les États-Unis et pour la Corée, pour tout en fait. Hein. Être beau ne veut pas dire que la série sera forcément bien. Faut que le scénario soit beau. Et là, il l'était pas. Alors pour conclure, je tiens à rappeler quand même que mon avis est subjectif. Ces séries-là ont été prévues et pensées pour un public et j'en fais pas partie. Et c'est totalement ok. J'ai jamais été très fan de dark romance et on va pas se mentir, les 3 séries dont j'ai parlé aujourd'hui sont des dark romance. C'est des dark romance, la dark romance n'a jamais été mon truc, mais je sais qu'il y a un public pour. Si vous êtes le public de ces séries, que vous les avez appréciées, c'est totalement ok. Limite, n'hésitez pas à me dire en commentaire pourquoi est-ce que vous les avez appréciées. Peut-être que potentiellement il y a des points que je n'ai pas vus parce que j'ai été trop focalisée sur certains aspects du scénario et du coup j'ai un peu oublié ou omis d'autres parties du scénario qui sont peut-être très bien. Donc c'est pas la peine de dire dans les commentaires que les gens qui regardent ces séries sont des décérébrés. Non. On a tous nos petits plaisirs coupables et on a tous des goûts différents. Aimer ce genre de série, c'est totalement ok à partir du moment où on applique la règle d'or de cette chaîne et de la vie. Ce genre de garçon dans les séries, c'est très bien. On peut avoir un crush dessus, voilà, on peut se dire ok, oui, il est un peu red flag, mais je peux le changer, il n'y a pas de souci. Dans la vraie vie, c'est prison. J'aimerais quand même rappeler que certes, ces dramas-là sont fictifs, que certes, ces scénarios sont fictifs, que tout est imaginaire, que tout est écrit de A à Z, mais il ne faut pas oublier que parmi les publics de ce genre de série, on a des gens qui sont jeunes, on a des gens qui se construisent en regardant ce genre de choses, et on a des gens qui sont facilement impressionnables, et ce genre de rôle modèle n'est pas bon. Voilà. C'est ok de regarder ces séries, c'est ok d'apprécier ces séries, mais il faut absolument se rappeler que dans la vraie vie, ce genre de scénario, c'est à fuir, à bannir. Et c'est pour ça que je trouve ça dangereux de noter ce genre de série aussi haut. Je dis pas qu'il faut toutes les noter autour de 1 ou 2 étoiles, même si niveau scénario, ça vaut pas vraiment plus. Mais les noter aussi haut, à les mettre à des 7, des 8 ou des 9, c'est dangereux. Parce que quand on regarde les commentaires de ces séries-là et qu'on voit que 90% des commentaires, c'est juste des gens qui trouvent les acteurs très beaux ou les scènes assez torrides, c'est pas uniquement sur ça que se construit le scénario. Et c'est un peu dangereux de trouver, enfin de dire qu'une série est géniale juste parce que il y a des scènes un peu olé olé. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a permis de faire un break dans votre semaine si vous l'avez regardé mercredi, ou dans votre week-end si vous l'avez regardé le week-end, ou n'importe quand dans votre journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez regardé. Si vous la regardez en 2046, eh ben, j'espère que la planète va mieux. J'ai comme un doute. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.